réalité, c'est que les Anglais nous l'ont toujours refusé. Et à cette initiative, les Alliés, assemblés courant novembre 1813 à Francfort, acceptent de signer la paix. Et l'Angleterre, exceptionnellement, va reconnaître la liberté du commerce et de la navigation pour la France. Chose qui est extraordinaire. Et à une seule condition, c'est que Napoléon accepte les, les limites naturelles de la France. Une nécessité implacable veut la paix, le sort en est jeté, l'empereur accepte de mutiler la France et accepte toutes les conditions mises par les Alliés et malheureusement les Alliés vont nier leurs paroles, annuler leurs paroles données et reviennent vraiment sur les propositions, ce qui fait qu'ils vont lancer 3 puissantes armées sur la France et désormais les batailles, au lieu de s'appeler Austerlitz, Wagram, Iéna, vont s'appeler Champaubert, Montmirail, Beauchamp et Montreux également. Évidemment, Napoléon n'était pas dupe, si vous voulez, il ne se faisait aucune illusion sur les propositions faites par les Alliés, et ce qui fait qu'il avait fait, malgré tout, le travail de ce qu'il devait faire, c'est-à-dire reformer son armée et également les finances. Malheureusement, malgré son activité énergique, l'empereur ne pourra compter évidemment au début de la campagne que d'environ 70 000 soldats disponibles en armes. Pire, au début de la campagne, l'armée française va donc avoir à lutter environ contre les 480 000 soldats, les 100 000 sabres de cavalerie, les 2000 bouches à feu que les Alliés vont diriger contre nous, et ce qui fait que si on veut proportionnellement, il y a autant de soldats ennemis pour un Français que d'empereurs souverains contre Napoléon. Alors voici comment se présente évidemment la situation au commencement des hostilités. Le maréchal Victor avec le 2e corps, c'est-à-dire environ 8500 hommes, et la 3e corps de cavalerie du général Millot, qui s'étale entre Bâle et Strasbourg, ce qui représente quand même 120 à 130 km. Ça ne fait pas beaucoup de soldats pour tout protéger. De Strasbourg à Mayence, on va se retrouver après avec le maréchal Marmont, qui lui a environ quand même un tout petit peu plus d'hommes, il en a 10 000. Mais la seule chose, c'est qu'il y a 170 km entre Strasbourg et Mayence. Et puis derrière, vous avez le MacDonald, qui lui va commander sur le Rhin inférieur, et en arrière de cette longue, malheureusement, plastron, si on peut dire, se trouvent les troupes de Mortier qui étaient à Trèves et qui vont reculer jusqu'à Langres. Il avait au départ 15 000 soldats de la garde, et quand il arrivera sur Langres, il n'en aura plus de 4 500. Chose exceptionnelle, il y aura eu des blessés, des malades, mais il y aura eu aussi de la désertion, chose qui n'arrivait pas avant dans la garde. Il faut se dire que dans la garde de 1814, vous aviez des conscrits parce qu'ils avaient la taille. J'en ai retrouvé pas mal comme ça qui ont été engagés dans la garde alors qu'ils n'avaient pas l'expérience. En fait, les forces ennemies sont composées donc de 3 armées sous les ordres de Schwarzenberg, normalement, mais le tsar Alexandre va certainement et pratiquement user de son influence pour jouer sur la campagne. Alors vous avez quand même la première armée, c'est celle de Bohême, celle de Schwarzenberg, qui quand même se trouve par la Suisse. Il a 200 000 hommes déjà, sans compter ce qui est derrière la frontière. La deuxième armée, c'est celle de Silésie, du maréchal Blücher, qui elle va passer par la Lorraine. Et il a quand même 90 000 hommes déjà au départ. Et puis, la troisième armée, c'est celle de l'armée du Nord, c'est celle de prince royal de Suède, c'est-à-dire Bernadotte, qui sera avec le général Bülow. Et cette armée combinée fait quand même 150 000 hommes. La seule chose, il faut se rappeler que Bernadotte est français. Et il va quand même mettre un frein à son armée. Il n'arrivera qu'avec une partie de l'armée en France que vers le 12 ou 14 février. Parce qu'il se rappelle quand même qu'il est français.
Et on oublie aussi qu'au sud, vous avez les Anglais qui commencent à avancer jusqu'à Toulouse, et que de l'autre côté, vous avez le roi de Naples, c'est-à-dire Murat, qui va trahir, alors que si son armée avait été avec celle du prince Eugène, il aurait amené quand même 27 500 hommes et 56 canons. Désolé. N'oubliez pas de rallumer vos téléphones après le coup. Et donc, ça aurait pu bloquer certainement une partie des troupes autrichiennes sur l'Italie. Alors, une autre difficulté aussi pour Napoléon, il espérait quand même qu'il allait disposer de quelques temps, de 2 ou 3 mois pour refaire son armée, et comme disait le général Rapp, chaque fois qu'on leur fait la guerre, on leur apprend à nous combattre et à nous battre. Et effectivement, les armées alliées vont attaquer à partir de l'hiver de 1813. Donc, le 20 décembre 1813, les troupes vont passer sur la France. Et donc, Schwarzenberg va passer par le pont de Bâle et par Berne. En même temps, il oublie la neutralité de la Suisse. Il va avancer directement sur Pontarlier. De l'autre côté, c'est Blücher qui va avancer par Belfort et Strasbourg, et puis en même temps par Mayence. Il va marcher sur la Lorraine, et même le Moniteur le signalait dans son éditorial du début janvier 1814. Alors devant ce flot des armées impériales, on est obligé de reculer, et on abandonne évidemment, la rage au cœur, les populations de l'Est. Le 3 janvier, Colmar et Vesoul sont pris. Le 11 janvier, Épinal tombe également, obligeant évidemment les Français à reculer, sur Nancy, qui sera pris évidemment le 14. Le 17-18, c'est Langres qui capitule, et le 25, ce sont des combats devant Saint-Dizier, où l'ennemi va se maintenir. Napoléon comprend alors que la seule et unique tactique, basée sur le mouvement et la surprise, peut sauver la situation. Et il sait également que c'est son énergie et son prestige qui vont réussir à vraiment relancer la guerre contre les Alliés. Alors en fait, le 25 janvier, alors que le 23, il a chargé la garde nationale de son courage pour protéger Marie-Louise et l'Aiglon. Le 24 au matin, il va brûler tous ses papiers les plus secrets. Le soir, il va dîner avec Marie-Louise et Hortense. Et le lendemain matin, le 25, après avoir embrassé sa femme et son fils, qu'il ne reverra jamais, il part en voiture, accompagné de 5 autres voitures, et il monte donc dans sa voiture.